sur cet ordinateur. Voilà. C'est parti. Ok, donc maintenant, à partir de maintenant, j'enregistre. Donc, enfin, n'ayez pas peur de parler, je ne crois pas qu'il y a vraiment de crainte à avoir. Mais comme ça, moi, vous êtes conscient que je suis en train d'enregistrer nos échanges. Alors, donc, première chose, donc les échanges qu'on va avoir maintenant, donc qui sont des questions-réponses, sont sur la partie échange en direct dans le cours. Il y aura différents webinaires aujourd'hui, le 3 juin, où là nous parlerons plutôt de théorie de changement, le 17 juin et le 1er juillet. Alors, cette série de webinaires-ci sera répétée entre le mois de septembre et la fin octobre aussi. Donc, si vous voulez avoir d'autres échanges, ça restera possible. Par ailleurs, à part les webinaires, donc, vous allez suivre le MOOC à votre rythme. Et je crois que c'est écrit sur le MOOC, vous avez 2 moments où on va, enfin, je m'engage à corriger, à visionner vos vidéos. Pour ceux qui font la partie certifiante, donc ça voudrait dire pas par rapport au module dont on va parler aujourd'hui, mais par rapport au module 3. Donc en fait, il y a 3 vidéos à réaliser par rapport à la partie certifiante, et c'est cette partie-là que je vais visionner et pour lesquelles je vous donnerai un commentaire. Et donc vous avez pour ces 3 vidéos un premier moment qui est fin août, début septembre, où je vérifierai, où je regarderai ces vidéos, vous pouvez les mettre à tout moment, et un deuxième moment qui sera alors fin décembre, où je regarderai de nouveau les vidéos qui ont été postées. D'accord ? Donc pour avoir le certificat, c'est soit en septembre, soit en fin décembre. Voilà. Alors, juste aussi pour vous assurer, pour m'assurer, pardon, que vous ayez bien compris les modalités techniques, vous avez donc à la fin du module 1, le module 0 n'y avait pas, un endroit qui s'appelle évaluation du module 1, et on vous explique comment vous pouvez faire des vidéos. Et je dois vous avouer que ce n'est pas si difficile que ça. Au début, moi-même, ça me faisait très peur. Donc, ce n'est pas moi qui ai mis les choses là. Je trouvais ça très... Je dis, c'est pas possible à faire. Mais c'est très, très possible et très facile à faire. Et vous allez voir, en fait, on peut bricoler très facilement des choses par soi-même. Il ne faut pas faire quelque chose d'exceptionnel. Il faut faire quelque chose qui soit clair. Mais on n'est pas obligé d'utiliser beaucoup de technologies. Donc, vous avez différentes possibilités de faire des vidéos. Par ailleurs, donc ça c'est à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui le voulaient, ils pouvaient changer une première vidéo. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Donc, je m'imagine, je peux bien comprendre que cette fois-ci, un certain nombre d'entre vous, en fait, personne ne s'est mis à faire une vidéo. Par contre, à partir de la fois prochaine, pour la partie théorie de changement et les 2 autres vidéos, si vous ne postez pas de vidéo, du coup, on ne peut pas vous évaluer et vous ne pouvez pas avoir le certificat. Voilà le deuxième point technique. Peut-être le troisième point technique, c'est que il y a à différents endroits du MOOC, et je crois, par exemple, si je vais pour le module 0, il y a des possibilités de poser des questions. Donc, de nouveau, ici, il n'y a pas encore eu beaucoup de questions qui ont été posées. Mais donc, il n'y a pas de problème à poser vos questions, au-delà des questions aussi, mettre des réflexions. Je crois que ça peut toujours être intéressant. Parce qu'effectivement, le grand problème, c'est quelque chose à laquelle, dans le temps, moi, je n'étais absolument pas habitué, mais quelque chose qui, je crois, est embêtant dans les MOOC, c'est qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'échanges entre nous. Et il faut trouver des moyens de pouvoir échanger, particulièrement pour ce type de matière, qui n'est pas une matière de contenu à restituer, mais normalement, ça devrait vraiment être une matière où on puisse échanger ensemble.
Voilà. Sont donc les quelques points, je dirais plus techniques, qui je crois sont importants pour vous de savoir. Alors par rapport, toujours dans la technique, par rapport à ce webinaire, soit vu qu'on est un petit groupe maintenant, ben, vous pouvez poser vos questions directement, soit vous avez la possibilité de, je vais arrêter le partage. En fait, vous avez la possibilité de converser. Donc en bas, dans votre écran, il est marqué converser. Et donc vous pouvez sans problème poser des questions, de nouveau, lancer des réflexions en cliquant sur la partie converser et en chattant à partir de là. Bien. Du coup, est-ce que vous avez des questions, des points d'interrogation par rapport à ces aspects techniques? Moi, j'en suis au milieu du module 1. La vidéo à réaliser, elle est à réaliser à partir du module 2 ou alors à partir du module 1? Alors, le module 1, c'est facultatif. Maintenant, pour pouvoir faire la vidéo du module 2, vous aurez besoin, bien sûr, d'identifier votre situation, de la décrire comme un système. Mais le module 1, les vidéos du module 1, a priori, je ne les regarde pas parce que je n'ai pas l'occasion de les regarder. Je commence à regarder les vidéos à partir du module sur les théories de changement. D'accord, donc à partir du module 2. Ouais. Module 2. Ouais. Ça va? Mais vous allez la regarder en septembre-octobre par rapport à la certification? Enfin, je n'ai pas bien compris. Je vais de toute façon les regarder, je m'engage à les regarder de toute façon pour septembre, ça Ouais. c'est sûr. En fonction du nombre de vidéos qui viennent, je pourrais le regarder avant, mais je ne vais pas trop m'engager. Je ne vais pas le regarder chaque semaine parce que je suis occupé à d'autres choses aussi en même temps. D'accord? Donc de toute façon, c'est sûr que je les regarderai en septembre. S'il n'y a pas trop de vidéos, ce qui est fort probable pour cette partie, pour cette session-ci, je les regarderai probablement avant aussi. D'accord? Moi, ce que je trouve qui est intéressant, en tout cas avec d'autres groupes, c'est que le groupe précédent, c'est qu'en fait, parfois, on utilisait les vidéos que certains d'entre vous avaient postées pour justement avoir une discussion, pour dire, OK, dans quelle mesure ça correspond à, entre guillemets, l'attendu, ou comment est-ce qu'on peut apprendre de cette vidéo qui a été réalisée par quelqu'un. Donc, c'est-à-dire, on pourrait prendre une vidéo et à la limite, la personne qui a mis cette vidéo, je dirais la semaine prochaine ou pour le prochain webinaire, dire, mais maintenant, sur base de ce qu'on a discuté aujourd'hui, je vais la modifier et je vais mettre à jour ma vidéo. Donc, je me réexplique différemment. Vidéo, vous pouvez poster, et ce serait bien que vous postiez déjà vos vidéos dès que vous en avez l'occasion. Ces vidéos qui sont postées, on pourrait les utiliser durant les webinaires pour en discuter entre nous. Les vidéos que vous postez ne sont pas nécessairement la version définitive de vos vidéos. Vous pouvez encore les modifier et les mettre à jour. Il faudra que vous me le signaliez à ce moment-là. Et donc, moi, je considérerais un premier jet de vidéo fin août, début septembre, qui sera le moment où j'évaluerai ces vidéos. Ça va? Est-ce que c'est clair? Dans la situation proposée, elle doit être, enfin, je veux dire, moi, ma difficulté de ne pas avoir fait la vidéo cette fois-ci, c'était de me dire, j'ai une prémisse de situation. Et donc, est-ce qu'elle va être suffisante ou est-ce qu'on va toujours travailler sur la même situation dans la continuité? Alors, vous allez vous rendre compte, on va toujours travailler sur la même situation, mais votre situation, elle peut évoluer et elle va automatiquement évoluer au fur et à mesure des modules. Ce que vous avez maintenant va s'étoffer, vous allez le mettre à jour quand vous allez passer au module 2, ça c'est sûr. Quand vous allez passer au module suivant, module 3, module 4, vous allez de nouveau probablement mettre à jour votre situation. D'accord? Donc vous avez une première approximation de la situation, c'est module 1. Cette première approximation, elle évolue parce que quand vous allez parler de théorie de changement, mais automatiquement, vous allez parler d'autres choses et vous allez éventuellement étoffer votre description de votre situation ou éventuellement la modifier même. Ça va?
Donc, c'est important qu'on soit quand même en contact avec les bénéficiaires ou l'utilisateur pour aussi avoir des entretiens et faire évoluer les choses. Ah, c'est génial. Si vous pouvez aller jusque-là, c'est vraiment beaucoup mieux, effectivement. Et Ok. donc, et ceci dit, mais ce n'est pas du tout pour faire de la discrimination, messieurs ou mesdames qui ne sont pas de l'ONE, mais par rapport à l'ONE, donc j'ai été en contact avec une autre personne qui est Nathalie Mollet, et donc il est possible aussi que par rapport à l'ONE, aux deux, trois personnes qui font ce module, qu'on ait un échange plus particulier pour voir l'adéquation de ce MOOC et pour voir quelles sont les questions, les aspects particuliers qui pourraient être plus intéressants pour vous. Donc ça cible vraiment les personnes ONE, l'organisation ONE. Oui. Ok. Je ne sais pas si on m'entend ou pas. On vous entend, madame. Très bien, c'est Emna Shelby. Je Emna. suis de Tunisie. Ah, d'accord. Donc, apparemment, j'ai eu du mal avec le Zoom. C'est ma première fois avec le Zoom. Ah, d'accord. Donc, voilà. Et ma question, c'est, je n'ai pas vu qu'on devait faire dans le module 1 une vidéo. J'ai vu quelques exercices à faire. J'ai eu du mal déjà sur le téléphone à les faire. Ça n'est pas grave que vous n'ayez pas fait la première vidéo. Mais je n'ai même pas vu qu'il fallait faire la vidéo. Enfin, et donc, oui. Vous avez dit qu'il y avait par quel moyen on doit la faire, comment, Oui. et le choix du sujet. Je me présente, je suis anatomopathologiste. J'ai une petite expérience de chefferie dans mon laboratoire. Et donc, j'ai appris un peu sur le tas tout ce qui est administration, gestion. Et donc, voilà, c'est un peu flou. Je commence à peine le MOOC et j'aimerais avoir des précisions sur cette fameuse vidéo. Donc, ça me stresse un peu. Ah, mais ça a stressé beaucoup de monde jusqu'à présent. C'est quelque chose d'assez neuf pour la plupart d'entre nous. C'est pas facile à faire. Et je dois même vous avouer que moi, maintenant, vous parlez à ce petit groupe au travers d'un webinaire, même ça, c'est pas facile à faire. Donc moi-même, je suis stressé d'une certaine manière. Donc on est tous stressés, donc c'est bien, on est tous ensemble. Bref, quoi qu'il en soit, ce que je vous invite, c'est de retourner voir dans le module 1. Et dans le module 1, vous avez ce qui s'appelle exercice intégrateur étape 1. Et là, normalement, on vous explique assez bien ce que vous devez faire, normalement très bien ce que vous devez faire. Il inclut comment produire la vidéo. D'accord? Donc, je vous invite vraiment à aller voir là. L'autre chose qu'on va faire maintenant, c'est effectivement prendre le temps de regarder des exemples de vidéos qui ont été réalisées en septembre. Donc, ça va vous donner un peu aussi une idée de comment deux personnes ont fait. Et en fait, la vidéo qu'on vous demande de faire est une vidéo très similaire à celle qui a été réalisée par Charlotte Fillon qui travaille avec moi, donc qui a fait cette vidéo sous forme donc qui a fait l'exercice de faire la schématisation, qui est une schématisation, je dirais, informelle de votre système. D'accord ? Très bien. Bien. Alors, première chose que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on voit les quelques points qui ont été couverts dans le module 0 et 1 et qu'éventuellement vous posiez des questions par rapport à ces points qui ont été couverts jusqu'à présent. Alors, je vais donc vous projeter, vous partager ceci. Hop, 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 hop. Écran, non pas ça. Où suis-je? Bien. Possiblement. Ah, il est là. Ok, voilà. Alors, jusqu'ici, donc c'est une introduction, et donc ce que vous devriez avoir compris, c'est justement l'enjeu de la prise de décision face à des situations qu'on appelait complexes. Avoir compris c'est quoi une situation complexe, comment on la définit, sur quelle base. Première chose. Deuxièmement, quand on se trouve face à des situations complexes,
comprendre l'intérêt de l'approche systémique. Correction en live. Comprendre l'intérêt de l'approche systémique, qui est bien sûr beaucoup plus une manière d'appréhender une situation, beaucoup plus que d'évaluer une action. Ça, j'imagine que vous l'aurez compris. Avec l'intérêt de travailler suivant différentes perspectives, mais aussi à différents niveaux de ce que moi j'appelle de granularité, qui peuvent aller de la personne jusqu'à un niveau beaucoup plus global. Troisième chose qui est discutée dans cette première partie, c'est comment on fait pour délimiter un système et donc comment est-ce qu'on fait une première description du système. Tout ça étant entendu que ici, on parle d'approche systémique en lien avec l'organisation de soins de santé. Ça peut être un peu plus large que les soins de santé, soins et aides dans le contexte belge. Je crois que ça peut se prêter assez bien aussi à des services d'ordre plus social. Donc, on est vraiment dans les aspects, le lien entre approche systémique et organisation. Pour moi, ce schéma-ci est un schéma intégrateur qui vient quelque part dans les modules 0 et 1. Normalement, en sous-jacent, explique quand même une série de choses qui sont importantes, à savoir que l'approche systémique sur, je vais utiliser ceci, s'inscrit dans une approche dynamique où en fait on apprend en décidant, en agissant et en voyant comment une situation ou une politique change au cours du temps. Donc la logique de l'approche systémique, c'est une logique où on apprend en accompagnant, en évoluant dans une situation donnée et on apprend beaucoup plus de la situation que des actions qu'on aura décidé de mettre en œuvre. Donc le but, c'est vraiment de bien comprendre une situation et l'hypothèse dans l'approche systémique, c'est au mieux on comprend une situation, au mieux on est capable d'accompagner le changement dans cette situation-là. Alors cette situation, on apprend sur cette situation en la décrivant comme un système. Donc c'est ce qu'on commence à faire maintenant au module 1, mais aussi en définissant ce qu'on appelle une théorie de changement. Et vous le verrez dans le module 2, théorie de changement, évidemment, c'est quelque chose de très différent d'un plan d'action où on demande un financement. Donc le but de la théorie de changement, c'est qu'en fait, c'est définir une série d'hypothèses et à travers de ces hypothèses, de nouveau, mieux apprendre sur la situation sur laquelle je travaille. Alors, pour bien comprendre le système, pour bien comprendre le changement, on travaillera dans le futur sur deux manières de représenter le système, soit le système comme un ensemble d'agents, mais vous verrez, des agents, ce n'est pas des agents d'un ministère ou des agents de l'ONU. L'agent est un concept en fait économique. En sociologie, parfois on parle plus d'acteurs. Et deuxième aspect, c'est représenter le système dans son ensemble et en modélisant comment, qu'est-ce qui explique son évolution au cours du temps. Okay, donc ça, c'est vraiment les choses que l'on fera au cours du temps. Alors, ce que vous auriez dû comprendre et qui n'est peut-être pas clair et qui nécessite éventuellement une discussion ou des questions maintenant, c'est que, les questions que vous pourrez avoir maintenant, c'est que la première description du système, elle part beaucoup de ce qu'on appelle une approche narrative. Donc, on raconte une histoire, on raconte la situation. Et cette approche narrative, on essaye d'en faire sens, de lui donner du sens, notamment en utilisant des schémas. Et cette approche narrative va me permettre de définir mon système au travers
d'une série d'actions, actions qui sont mises en œuvre par des acteurs. Ces acteurs, ils interagissent entre eux et on ne sait pas décrire une action, on ne sait pas décrire des acteurs, on ne sait pas décrire des interactions si on ne sait pas quel est le but de mon système. Et donc, une chose importante aussi, c'est bien de se mettre d'accord sur vers quoi mon système, pourquoi, enfin, comment je regarde mon système en fonction de quel but je veux lui donner. Et donc, pour être très clair, dans ce MOOC-ci, évidemment, on est dans le domaine de la santé et évidemment, notre but, on va le définir en termes de santé. Alors, donc, ces actions, ces acteurs, ces interactions décrites en fonction d'un but, ben, ils se passent dans un contexte donné. Et si je mets ça en lien avec santé et soins de santé, vous avez vu qu'on a parlé de but santé, en parlant d'abord au niveau individuel. Un élément clé, c'est que ces buts de santé s'inscrivent dans une perspective de parcours de vie. Au contraire, parfois d'une approche très, je dirais, très limitée à un épisode de soins. Et aussi en liant en fait des histoires individuelles avec une logique de communauté. Alors, la manière dont on s'est intéressé aussi à la description et à comment construire le système, c'est en s'intéressant à quelque chose qui est classique en santé publique, à savoir travailler sur l'adéquation entre besoins, demandes et offres. Vous avez vu normalement que en ce qui concerne les besoins et la demande, c'est très fort, enfin normalement, il doit faire un lien très très clair avec des buts santé, donc qui peuvent, comme vous l'avez vu aussi, changer au cours du temps. Concernant la manière de décrire l'offre, on a utilisé aussi une série de critères de qualité. Et ces aspects critères de qualité, ça me permet aussi de déjà répondre à quelqu'un qui a posé une question par rapport à comment est-ce qu'on fait pour choisir ces critères de qualité. C'est moi qui l'ai posé, c'est Olivier qui l'a posé. Très bien. Mais donc, ce que je vous invite à faire, c'est, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a un lien vers un syllabus sur l'organisation des soins de santé, qui est un syllabus qui, en fait, depuis pas mal d'années, est fait par les étudiants et que j'essaye de réviser régulièrement. Il est encore très, très loin d'être parfait. C'est un syllabus, ce n'est pas un livre, ce n'est pas une Bible, mais il y a une partie qui décrit les différents critères de qualité. Et ça peut être intéressant que vous ayez voir ces différents critères de qualité qui sont tout à fait ouverts à discussion. Une des choses importantes pour moi, c'est que juste dire je veux offrir des soins de qualité ou je veux offrir un service de qualité, pour moi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc, il faut pouvoir être très précis par rapport à mais comment je définis cette qualité. C'est pour ça que parfois on parlait de continuité de soins, parfois on va parler d'approche centrée sur la personne, parfois on va parler plutôt d'efficience en lien avec ce qu'on appelle, qui est un terme très à la mode aujourd'hui, sur les soins à haute ou à faible valeur ajoutée. Parfois on va parler de globalité et j'en oublie. Et donc, important d'être très clair par rapport, pas parler de qualité, mais par rapport à des critères précis qui vont me servir justement à décrire la partie offre. Et donc, vous pouvez lire ce qu'il y a dans ce syllabus et on peut, enfin, je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions par rapport à ça. Donc, ce que j'ai fait maintenant, c'est juste de manière assez rapide synthétiser en quelques mots les différentes choses qui ont été couvertes dans les modules 0 et 1. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Dans le module, il y a des intersections entre besoins, offres. Oui. Enfin, il y a des points, je n'ai pas bien compris en fait ces petits. Donc, il y a vraiment le besoin, l'offre et la demande, et puis il y a les intersections. Ça, je comprends quand il y a cette interaction. Oui. Mais il y a parfois des interactions communes entre le besoin, l'offre et la demande. Oui. Donc, l'idée, en fait, donc en santé publique, on utilise beaucoup ce schéma pour expliquer
que typiquement, il y a en fait, les besoins, je vais peut-être le dire de cette manière-là, très souvent, santé publique, on le définit à partir de la perspective, je dirais, de l'expert. Typiquement, dans le cas de l'ONE, je crois qu'un des rôles de l'ONE, c'est assurer la vaccination. La vaccination est conçue comme quelque chose qui est nécessaire si on veut assurer une bonne santé, Public. éviter certaines maladies au niveau de la population. Donc, c'est un besoin. Par contre, ce n'est pas toujours perçu comme, c'est pas toujours une demande de la part des gens. Oui. Donc, au contraire, parfois, ce n'est pas une demande, c'est autre chose. Et donc, du coup, il n'y a pas de superposition entre besoin et demande. Dans ce cas-là, le besoin vaccination, il se situe, il n'est pas dans l'intersection avec la demande. Je ne sais pas si c'est ça que vous demandiez comme question. Oui, et donc, alors, à ce moment-là, c'est un besoin et offre, alors. C'est cette intersection-là qui va se jouer. Oui, exactement. À ce moment-là, c'est un besoin qui est non perçu, qui ne correspond pas à une demande, mais qui est offert. Et donc, bien sûr, du coup, quand il y a un besoin qui ne correspond pas à une demande, que les gens ne demandent pas, la manière dont on va offrir les soins, ou on va offrir un service pour couvrir ce besoin, elle est très différente que si les gens demandent par eux-mêmes quelque chose qui répond à un besoin. Quelque chose qui est vraiment à l'ordre du jour aujourd'hui avec notre histoire de Covid, la mise en quarantaine ou en quatorzaine des gens ne répond pas à une demande, mais c'est certainement un besoin en termes de santé publique pour les personnes qui sont infectées et certainement les personnes qui sont malades. La manière dont on va maintenir les personnes en quarantaine ou en quatorzaine et la manière dont on va organiser ça, ce n'est pas du tout la même chose que prendre en charge quelqu'un qui est en insuffisance respiratoire et qui doit aller aux soins intensifs. Donc, ça correspond, en fait, ça nécessite des interactions entre celui qui preste les soins et celui qui reçoit les soins qui sont tout à fait différentes si le besoin ne répond pas à une demande que si le besoin répond à une demande. C'est ça, en fait, l'idée de ces intersections. Excusez-moi, pardon. Oui. Juste, je rebondis sur la question. Dans cet exercice-là, il y avait cinq propositions qu'il fallait mettre dans les cercles ou l'intersection de cercles. Et il y en a une que je n'arrivais pas à mettre, en fait. Je ne sais pas si c'est un bug technique ou parce que… On peut la faire ensemble si vous voulez, mais et ça correspondait à quoi? Vous ne vous souvenez plus? Ça correspondait à la femme qui cherchait à accoucher en Belgique ou un truc comme ça. Celle-là, je n'arrivais pas à la placer. Et je ne sais pas si c'est un bug téléphonique de mon smartphone ou est-ce que c'est parce qu'on devait mettre 4 sur 5. Je n'ai pas bien compris. Non, normalement, ça devrait marcher. Mais je ne sais plus où ça se situe, cet exercice-là, ceci dit. Module 1. Je pense que c'est qu'il réussissait à rentrer dans la situation idéale. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui, en fait, ce n'est pas un bug, c'est quand on les superpose, c'est dans l'ordre que ça ne marche pas. Ah, d'accord. Commencer par le quatrième, celui qui est en bas. D'accord. Et après, tu remontes un peu, ouais. Sinon, ça ne marche pas. Ouais. J'ai pas fait dans l'ordre. Au-delà de réussir l'exercice, l'important, c'est de comprendre l'idée. Comprendre un peu, oui. Ok. Est-ce que vous aviez encore des points? Moi, j'ai une question. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, oui. Olivier. Oui, c'était beaucoup plus sur la question des buts, les buts santé. J'avais quelques difficultés à ce niveau-là parce que le but, finalement, il fallait le voir sur l'individu, il fallait le voir sur le système. Est-ce que c'est à l'individu, eu égard à l'approche par des parcours, des histoires? Est-ce qu'on devait demander à la personne quel était son but ou qu'est-ce qu'il attendait? Ou bien est-ce que c'est au système d'essayer de définir un but sur une problématique? C'est un peu ce qui m'a limité dans la vidéo parce que c'est vrai que j'ai choisi ici au niveau du centre où j'interviens, on a un centre antidiabétique. Donc, j'ai choisi certaines histoires de parcours
en lien avec les prestataires. Mhm. Et puis, c'était de savoir finalement, est-ce que c'était le but du prestataire, le but du système même national tel que actuellement arrêté, ou bien est-ce que c'était le but ou l'attente de la personne qui était venue ce matin et dont on avait pu consulter le dossier. J'avoue que sur ça, bon, j'avais eu plusieurs idées et je m'étais dit que l'échange permettrait peut-être de clarifier les choses sur le but en fait. Mais c'est une super bonne question parce que personnellement, je ne peux pas vous donner une réponse tranchée. En fait, c'est clair que, je ne sais pas si chez vous, vous avez déjà entendu parler, j'ai le terme en anglais, mais en Belgique, aujourd'hui, on parle beaucoup de soins orientés vers les buts de vie de la personne. Donc, en anglais, on dit goal-oriented care. Et c'est quelque chose qui… J'avoue que chez nous, actuellement, c'est pas tellement l'approche. Je crois que ça devrait ou ça pourrait l'être, mais oui. C'est beaucoup plus le système qui encore continue de définir le but. Voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, c'est en fait une réflexion très importante, à savoir, si je me base uniquement sur les… On revient de nouveau à cette adéquation entre besoin, demande et offre, en fait, hein, si on l'explique différemment. C'est-à-dire, si je me base uniquement sur les buts de la personne, à certains moments, ça ne va pas marcher. Parce que il y a des choses que la personne peut ne pas comprendre ou appréhender en termes de ce qui va faire, de ce qui va améliorer sa santé. Mais par contre, si je ne tiens compte que des buts exprimés par le système, comme vous dites, ça ne va pas marcher non plus, parce que en fait, ce n'est pas rien que de traiter une maladie qui compte pour une personne, mais c'est finalement qu'elle vive bien et que les choses se passent bien tout au long de sa vie. Ça, c'est une chose. Alors, l'autre chose qui est importante aussi, c'est que la manière dont c'est les buts et la manière dont vous les définissez, elle va changer d'une situation à l'autre. En clair, je vais prendre peut-être deux extrêmes. Quelqu'un qui est aux soins intensifs, bon, pour autant qu'il puisse survivre, c'est clair que c'est les prestataires de soins qui vont vraiment définir les buts. Et le but, ça va être la survie de la personne sur le court terme, évidemment. Quelqu'un qui a une maladie chronique ou même quelqu'un qui est en fin de vie, finalement, c'est les buts tels que la personne le définit elle-même qui probablement vont compter beaucoup plus que des buts en termes plus traiter une maladie ou s'assurer que la personne vive ou continue à vivre jusqu'à la fin des temps. Et donc, en fait, la manière dont on définit les buts dépend d'un moment et clairement, c'est quelque chose qui peut varier, qui peut changer en fonction que je prenne les buts de vie de la personne ou la manière dont la personne exprime ses buts et en fonction de ce que c'est le système qui exprime les buts. Donc, c'est quelque chose de c'est une réflexion très utile parce que justement, il n'y a pas de réponse tranchée. Et ça illustre aussi quelque chose de très important dans l'approche systémique, qui est que, de nouveau, la situation que vous allez décrire, elle peut être décrite suivant différents angles, suivant différentes perspectives. Il n'y a pas une manière unique de définir une situation. Et donc, dit d'une autre manière encore, l'idéal dans l'approche systémique, l'idéal, ce n'est pas ce qu'on fait dans ce MOOC-ci parce qu'on travaille chacun individuellement, mais l'idéal, c'est qu'une situation, elle est décrite et elle est changée au travers de la négociation entre les différentes personnes qui font partie de cette situation-là. Parce que justement, il y a moyen de l'appréhender, de la décrire, de la changer suivant différentes perspectives. Okay. Merci beaucoup. D'autres points? Et donc, concrètement aussi, pragmatiquement, très pratiquement, dans les exercices que vous allez faire, évidemment, vous allez choisir une perspective. C'est comme ça, mais vous devez bien sûr être conscient que c'est une perspective éventuellement parmi d'autres. Donc, il n'y a pas un consensus nécessairement sur la manière d'appréhender la situation à laquelle vous allez vous intéresser. Merci. Oui, et juste une remarque,
en thérapie systémique, c'est souvent ce qui se passe. En fait, il y a un objectif officiel, celui qui est donné par le patient. Et après, il y a souvent des objectifs officieux qui arrivent au fil des séances. Et voilà. Ok, mais vous dites les choses mieux que moi. Effectivement, c'est tout à fait ça. Hein, donc, on est bien d'accord. C'est que c'est un objectif qui n'est pas unique et un objectif qui évolue au cours du temps. Et comme vous le dites très bien, cet objectif peut évoluer au cours du temps en fonction de la négociation, de la manière dont chacun se connaît de mieux en mieux. Moi, je pourrais dire, l'objectif peut évoluer aussi en fonction de la manière dont on comprend et dont on appréhende la situation à laquelle on s'intéresse. Ok. Pardon, j'ai mis les mains. D'autres commentaires, questions? Je dirais effectivement, plus on a de connaissances sur la situation, évidemment, plus les choses vont évoluer puisqu'on comprendra mieux. Et donc, c'est logique que les choses évoluent du coup en fonction des connaissances que l'on a des différents acteurs aussi qui participent à cette situation. Tout à fait. Oui, oui, on est d'accord. En effet. Ok. Bien. Alors, ce que je vous propose, et on peut revenir, on peut encore rediscuter après, c'est de voir, on va commencer peut-être par un exemple de ce qu'une étudiante a fait. Mais j'en ai deux en fait. Mais... Donc, l'exemple ne veut pas dire c'est idéalement comme ça qu'il faut faire, mais ça vous montre une manière de faire. D'accord. Donc, j'ai bien demandé. Vous voyez la personne là, vous voyez la vidéo comme moi ou pas? Non. Non. Non, vous ne voyez pas. J'arrête et vous pouvez repartager alors. Du coup. Est-ce que comme ça vous voyez? Oui. D'accord. Module 1. Et bonjour à tous. est-ce que vous moi, je suis en deuxième master. Est-ce que vous entendez ou vous n'entendez pas? Oui, on entend. Ok, ça va. Donc, je recommence alors. Donc, Voici ma pièce d'identité. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis en deuxième master de santé publique. Donc, voici ma pièce d'identité. Je m'appelle Gaëtane de Pelbert et je vais vous présenter mon module numéro 1. Alors, donc je vais vous parler de Zéphirin. Donc en fait, Zéphirin vit à Cotonou, donc c'est la capitale économique du Bénin. Il vit dans le marché de Tokpa, donc c'est dans un marché au centre de Cotonou. Il estime avoir plus ou moins 14 ans. Donc il a trouvé du travail en tant que ramasseur de métaux ou portefeuille. Donc soit il aide les marchands, soit il ramasse des canettes et il les revend. Son père habite dans un village voisin de la capitale, et c'est la capitale économique. Et suite au décès de sa mère, une belle-mère est venue s'installer à la maison et elle n'a pas accepté la présence de Zéphirin. Et donc, il a décidé de partir. Donc, il vit en bande avec 2 enfants et ils ont des contacts quotidiens avec différents ASBL qui viennent en aide aux enfants. Donc, ceux-ci proposent, moi je me concentre sur le travail d'une ASBL parce que c'est là où j'ai fait mon stage. Et donc, ceux-ci proposent un dortoir de nuit d'urgence. Mais toutes les ASBL proposent plus ou moins la même chose. Mais donc, elles proposent un dortoir de nuit d'urgence, mais qui sont souvent surchargés. Et des soins de rue, donc que ce soit un accompagnement psychologique, social ou alors des soins médicaux. Ces travailleurs sont présents sur place jusqu'à 21h et ils proposent une écoute les enfants et proposent des jeux, donc ça apporte des cartes, des ballons, pour essayer de rentrer en contact avec les enfants et créer une relation de confiance. Donc Zéphirin essaye d'être le plus souvent au marché pour essayer de rentrer en contact avec eux, mais parfois le patron du Tokpa ne sait pas racheter leur auto, donc ils sont obligés de changer de lieu pour travailler. Et il y a environ une dizaine de lieux dans lesquels ils peuvent travailler et revendre leurs métaux, donc on n'est jamais sûr de le retrouver à Tokpa. Les nuits sont dangereuses
Donc Zéphirin et ses amis se protègent comme ils peuvent, mais ils sont très vulnérables. Il y a certains adultes qui ne sont pas tendres, les moustiques ne sont pas tendres non plus, et en période de pluie, le froid et la pluie va les rendre malades. Juste pour vous expliquer maintenant, une chose qui moi me paraît intéressante ici, c'est qu'elle explique d'abord bien le contexte dans lequel on se trouve, la situation dans laquelle on se trouve, avant de commencer à analyser la situation plus spécifique. Ça, c'est une première chose. Et donc, vous avez vu, c'est vraiment bricolage, hein, son système. Elle met juste ça, c'est la manière très technique. Elle met juste une page, elle écrit sur cette page, elle filme sa page et elle écrit les choses à la main. Hein. Donc, c'est entre guillemets aussi facile que ça. Il ne faut pas se casser la tête non plus. Hein. Okay. Donc, vous allez continuer. Donc voilà, ça c'est un peu la situation de Zéphirin. Je vais, pour un peu éclairer la situation, j'ai fait l'exercice de l'offre besoin-demande. Donc au niveau des besoins, mais c'est des enfants qui vivent seuls, donc les besoins sont vraiment lourds. D'abord, ils ont les mêmes besoins que tous les adultes qui ont été répertoriés selon ici un théoricien qui s'appelle Max Neff. Donc il y a 9 besoins: liberté, création, loisirs, participation, identité, éducation, affection, protection et subsistance. Mais le cas des enfants est quand même particulier, donc on pourrait parler d'un méta-besoin qui serait en fait celui d'établir des relations stables avec des aidants adultes capables de porter attention et de se soucier des besoins de l'enfant. C'est là-dessus qu'on va se pencher un peu. Au niveau de l'offre, eh ben, il y a plusieurs ASBL qui travaillent chacune de leur côté. C'est pas spécialement évident parce que la ville est grande, qu'il y a plein de terrains où il y a des enfants et chacun a sa manière de travailler. Il y a des ASBL qui font partie de grandes ONG comme Médecins du Monde, il y a des petites ASBL béninoises, il y a des ASBL qui viennent de l'étranger, de Belgique, de France. Donc voilà, ils ne sont pas toujours coordonnés. Au niveau de la demande, les enfants ont peu de demandes, ils demandent surtout à jouer et parfois à manger, à boire, ils demandent parfois de l'argent. Mais voilà, en fait, dans tous ces contacts avec les travailleurs, on peut de nouveau identifier une demande d'attention et une demande que les adultes se préoccupent et s'occupent d'eux. Même s'ils ne formulent pas la demande chez ces enfants est assez implicite dans le sens où c'est à travers quelque chose, ils font une demande, il faut essayer de voir plus loin que ce qu'ils demandent vraiment. Donc tout ça m'a mené, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de corrélation dans le besoin offre et demande, du moins que c'est pas clair, il n'y a pas un besoin avec une offre et une demande. Donc on comprend déjà que ça va être une situation complexe. Et donc j'ai fait l'exercice aussi de but en santé. Donc voici. Bon, compte rendu de la situation, c'est des enfants qui vivent seuls. Donc j'ai identifié plusieurs buts de santé, 2 principalement. Il y a celui de survivre au court terme, sur un point de vue donc à moitié populationnel parce que ça concerne la communauté des enfants de rue, et aussi celui de bien vivre sur le long terme. Et donc pour moi, c'est deux buts de santé différents et je vais surtout me concentrer sur survivre au court terme. Alors, pourquoi j'ai choisi l'approche systémique dans le cadre de Zéphirin? En fait, je trouve que cette problématique est vraiment un bon exemple de situation complexe qui nécessite une approche systémique. Il y a plusieurs ASBL, ONG, institutions qui travaillent sur cette question, dans plusieurs pays d'ailleurs, et il n'y a aucun consensus sur les actions à mettre en place. Et les actions n'ont jamais de résultats certains. C'est complètement impossible de standardiser les situations, les différents cas des différents enfants. Et donc, les situations sont imprévisibles et il faut s'adapter en fonction de notre compréhension de la situation. Et donc, vraiment, la compréhension, c'est la seule clé pour évoluer dans les situations. Donc, ça m'a mené à réaliser un système. Donc, j'ai mis Zéphirin au centre. J'ai identifié dans les acteurs la famille, ici, les prestataires de soins de rue, ici, la communauté de Tokpa, donc parce que Tokpa, c'est un lieu de vie pour plus que juste les enfants. Il y a beaucoup de familles qui habitent là aussi.
et les copains, donc la communauté des enfants de rue. Autour, j'ai identifié la population. Je ne l'ai pas mise avec le reste parce qu'en fait, la population est en total rejet des enfants des rues. Ils les considèrent en général, enfin, ils les stigmatisent comme des voyous et des toxicomanes, et donc en général, il y a vraiment un gros rejet. Et puis enfin, autour, j'ai mis le contexte, donc le contexte qui a vraiment un gros lien sur et la population, et en fait, surtout parce que les enfants sont dans un contexte de rue, donc de violence, de précarité et d'insécurité surtout. Donc après, dans les liens, dans les acteurs, j'ai mis Zéphirin, elle a des liens avec la communauté de Tokpa. Donc la communauté, on retrouve la tata qui fait à manger, on retrouve les patrons qui revendent, qui rachètent les métaux. Je l'ai mis en lien avec les prestataires de soins et avec ses copains. Je ne l'ai pas mis en lien avec sa famille vu qu'il est en rupture avec celle-ci. Donc ensuite, les acteurs aussi ont des liens entre eux. Donc la communauté de Tokpa a aussi des liens avec les copains et aussi avec les prestataires parce qu'il faut l'autorisation du chef de quartier aux prestataires pour aller dans le quartier. Les prestataires de soins ont aussi des relations avec les copains et ils cherchent à avoir des relations avec la famille et avec la communauté. Donc au niveau des critères de qualité, moi j'en ai retenu un vraiment hyper important dans toute cette situation, ce sera l'approche centrée sur le patient. Parce que c'est clair que dans le cadre de l'approche systémique et dans ces situations, il sera indispensable de comprendre la situation de l'enfant et d'écouter ses besoins et ses envies pour arriver à des solutions. Et ensuite, j'ai identifié des critères de qualité différents selon le but de santé. Donc, au niveau de survivre au court terme, j'ai identifié l'accessibilité. C'est vrai que c'est pas facile, les enfants, ils changent de site et tout ça, et donc ils n'ont aucune accessibilité à des soins. Et au niveau du bien vivre au long terme, j'ai identifié continuité et globalité. Voilà, donc ça c'est la vidéo de mon module numéro 1. Voilà. Ok, donc revenez sur moi-même. Voilà. Donc oui, donc pour moi, donc c'est relativement quand même bien expliqué. Et donc l'idée ici, c'est vraiment d'avoir une première description. C'est quoi mon système? Sur quelle base je décris mon système? Donc ici, on est avec des enfants des rues, et donc très clairement sur comment la vie des enfants des rues va s'améliorer. On décrit le système avec une série de parties, hein, donc de composantes. Et on décrit aussi les interactions entre ces différentes parties du système. Et on décrit le système dans un contexte donné. Vous avez vu aussi, donc elle fait ça de manière très simple, mais je trouve aussi de manière très claire, juste en dessinant. Alors, je vais peut-être vous montrer un autre exemple qui est un peu différent et qui vous montre aussi une manière peut-être autre de faire. Est-ce que vous voyez de nouveau la vidéo là sur vous voyez plus rien? Si, on voit. Ok, vous voyez. Donc je vous partage cette vidéo. Je me présente, je suis Rouloute. Je suis consultante du système d'information clinique à Paris. Et aujourd'hui, je vous présente le premier exercice intégrateur pour le premier module du cours Approche systématique pour la gouvernance des systèmes de santé. Commençons tout d'abord par l'histoire patient. Madame X, âgée de 45 ans, elle est suivie à Gustave-Roussy, c'est un centre de lutte contre le cancer à Paris, pour un cancer de sein métastasé. En vue du stade avancé de sa maladie, son médecin traitant lui a prescrit de la chimiothérapie par voie orale et un suivi pulsionnel. Madame X gère seule son traitement à domicile. Ne peut être suivie à l'hôpital l'inquiète. Ce traitement lui provoque parfois des périodes de rechute, des épisodes en fait où la patiente ne peut pas accomplir normalement ses activités de vie quotidienne. Madame X vit seule. Et malgré ça, elle ne veut pas faire appel aux aides à domicile. En cas de besoin, elle contacte son médecin traitant.
souvent c'est difficile à avoir son médecin au téléphone vu la charge de travail qu'il possède. Et afin de surmonter sa maladie et de changer d'expérience, elle participe à des ateliers organisés par une association pour les patients atteints de cancer qui est située au niveau de son quartier. En se basant sur l'histoire de la patiente, des éléments peuvent être identifiés concernant le processus de soins, savoir en premier lieu les besoins. La patiente a exprimé certains besoins, à savoir un besoin d'accompagnement pour sa maladie et un besoin d'aide pour les activités de vie quotidienne. Et face à ces besoins, elle a exprimé certaines demandes, à savoir une demande d'information sur l'état de sa santé. Des buts de santé ont été pu identifier, à savoir l'autonomie, le vivre avec le cancer, améliorer l'expérience santé et l'orientation. Pour atteindre ces buts de santé, des actions peuvent être mises en place, à savoir la proposition d'un traitement innovant, la chimiothérapie par voie orale par le médecin, les renseignements qui ont été donnés également par les médecins et le réconfort qui a été donné par les membres de l'association. En se basant sur les éléments que nous avons pu identifier précédemment, ce schéma a pu être élaboré. Au sein de la communauté, nous avons Madame X, la patiente, qui est suivie pour un cancer de sein. Au sein de l'hôpital, le médecin, le prestataire de soins, lui a prescrit de la chimiothérapie par voie orale, donc Madame X n'est plus traitée à l'hôpital, mais traitée donc à domicile. Elle gère toute seule son traitement. À ce niveau-là, on peut identifier la première relation qui existe entre le prestataire de soins et la patiente. À ce niveau-là, certains buts de santé peuvent être identifiés, à savoir survivre et mieux vivre avec le cancer, acquérir certaines autonomies, vu que la patiente gère seule son traitement. Pour atteindre ces buts de santé, des critères de qualité ont pu être identifiés, à savoir la globalité de la prise en charge de la patiente, la continuité des soins et l'approche centrée sur la personne. Toujours au sein de la communauté, nous avons pu identifier une autre relation qui existe entre les membres de l'association et la patiente. Il s'agit d'une relation d'aide, une relation qui permet de partage d'expérience. À ce niveau, certains buts de santé peuvent être identifiés, à savoir améliorer l'expérience de santé, l'orientation et le confort de la patiente. L'exercice est terminé. Espérons que ça a été clair. Je vous remercie. Bien. Vous avez un peu de musique. Alors, on va partage d'écran à temps pause. Vous me voyez là maintenant? Non. On voit YouTube. Ah, on voit YouTube. Ah, ben j'arrête alors. Ah, voilà, comme ça vous me voyez maintenant. Vous voyez toutes mes vidéos, j'aime bien. Ça donne de musique. Bien. Donc ici, l'idée c'est de vous montrer deux exemples. Il y a moyen de réaliser ces vidéos d'abord de manière très différente. Vous voyez, vous pouvez faire juste une sorte, utiliser PowerPoint pour faire, ou bien vous pouvez juste dessiner les choses par vous-même. Ici, à ce stade-ci, je crois que les choses sont assez simples, mais bon, c'est encore assez limité. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, des choses à dire par rapport à ça, mais l'idée, c'est vraiment vous donner un exemple de ce qui est attendu à ce stade-ci. Moi, je trouve ça personnellement éclairant et chouette de voir les réalisations qui sont faites. Maintenant, je vais dire, actuellement, nous avons une surcharge de travail, je pense que ce soit les PEPS ou que ce soit les coordinatrices au niveau de l'ONE, qui fait que je pense qu'on va être assez pragmatique et qu'on va faire quelque chose d'assez basique,
tout simplement parce que déjà, je parle pour moi, mais je pense que je ne suis pas la seule, nous n'avons pas l'habitude de manipuler des caméras et autres pour se filmer, faire des vidéos, donc ça risque déjà de nous prendre du temps. Et donc, réaliser une vidéo du type de la deuxième, qui me paraissait déjà requérir certaines choses au niveau informatique, certaines maîtrises que nous n'avons peut-être pas nécessairement. Et donc, c'est chouette de voir qu'on peut le faire de façon basique avec du papier, du crayon, de la créativité, de l'imagination. Voilà. Et moi, à titre personnel, j'aimais beaucoup la première. Hein. Je trouve la première est très vivante, en fait. Hein. Donc, vous voyez, même en faisant du bricolage, parfois on fait des choses très, très vivantes aussi. Ben, ça montrait beaucoup de créativité, en tout cas, et donc c'était très, très chouette. Oui. D'autres commentaires? Non, je pense qu'effectivement, bon, on a vu qu'on a eu peut-être un peu peur pour rien. Oui. Et qu'il y a lieu de faire nos vidéos. Oui. L'autre commentaire, c'est que j'ai pu voir qu'il y a je ne sais pas si c'est lié aux thématiques, mais il y a beaucoup d'informations sur le vécu de l'individu à partir duquel part toute l'histoire. Moi, comme je suis dans un institut de recherche qui a un centre d'application, qui est un centre de consultation, c'est vrai que la première approche avec les collègues était beaucoup plus d'abord clinique, puisque la demande est exprimée d'abord sur la question clinique. Il y a des questions qui sont posées, c'est vrai, mais pour comprendre l'histoire clinique. Et il n'y a pas toujours ce souci de comprendre tout ce qui est derrière, en fait, le vécu. Alors que là, je m'aperçois qu'effectivement, pour la question, comme on l'a dit, système, il y a cette nécessité d'avoir tout ce parcours au-delà de simplement poser des questions pour comprendre le contexte de survenue de la pathologie. Il y a l'histoire même du vécu de la pathologie, de sorte à pouvoir esquisser des approches centrées sur la personne et les ramener à des questions systémiques. Enfin, voici ma compréhension. OK. Merci. Moi, oui. Ce que je voulais partager, bonjour. En fait, je bloquais au niveau de l'exercice parce que donc je travaille également à l'ONE. Je suis assistante sociale de formation à la base et c'est vrai que j'avais pris une situation d'une femme enceinte dans un contexte de violence conjugale. Et donc, dans les exemples repris, à un moment donné, il y a du soin. Ici, au niveau des vidéos, on voit qu'il y a une dimension, alors effectivement, de survie qui apparaît, de santé, etc. Mais il n'y a pas de soins spécifiques et concrets qui sont donnés. Et donc, moi, ça m'éclaire bien par rapport à l'application de ma situation et à la prise en charge du système. Donc, c'est vrai que je pense que ça a levé des blocages. Okay. Donc, c'était enrichissant pour moi. Merci beaucoup. Okay. Oui, tout à fait. Enfin, je crois que l'ambition n'est pas de se limiter aux soins de santé dans sa dimension très, très limitée, soins curatifs. Hein. Et donc, c'est effectivement, je trouve, dans ce sens-là, la première vidéo illustre justement bien ce à quoi on peut s'intéresser. Je crois qu'il nous intéresse, nous, c'est vraiment d'avoir cette dimension où vous avez, bien sûr, des personnes qui ont des besoins et vous avez d'autres acteurs qui prestent des services, évidemment. Mais ce n'est pas toujours uniquement sur la santé. Et donc, je crois que dans une perspective sociale, je crois qu'il y a moyen, effectivement, de développer ces vidéos-là. Ce n'est pas uniquement dans une perspective soins de santé. OK. Avant de vous quitter, je voulais juste dire aussi que je trouverais intéressant quand même que vous ayez le temps de peut-être voir les vidéos avant qu'on suive les autres modules pour qu'on sache au moins si on est dans le bon, dans ce qu'on va réaliser. Oui. Pour ne pas se rendre compte en juin que finalement on était à côté de la plaque et que ce n'était pas ça que vous attendiez, quoi. D'accord. Mais je vais tenter, en tout cas, d'en voir quelques. On verra si vous n'êtes pas trop à proposer des choses, je vais le regarder. Mais j'entends bien ce que vous dites et vous avez raison. Donc, je vais faire le mieux que je puisse pour voir ces vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine. Voilà. OK. Bien. J'ai une question parce que je me dis le but, c'est cibler le problème.
Oui, à ce stade-ci, vraiment le but, c'est d'écrire de Le manière très succincte ma situation. Et en quoi ma situation, entre guillemets, est-elle problématique? Voilà. Et moi, ma complexité, c'est de me dire à quel niveau je me situe. Est-ce que je me situe au niveau de l'acteur ou est-ce que je me situe au niveau de l'institution pour laquelle je travaille? À vous de choisir. Explicite ou implicite. Enfin, vous voyez? Mais qu'est-ce concrètement, qu'est-ce que… Moi, je vois l'incohérence au niveau dans une situation que je vais présenter. Les parents ne sont pas demandeurs, en fait. Plutôt les institutions qui s'envoient la balle. Et je me rends compte que les parents ne sont pas demandeurs. Et donc, je vais susciter la demande. Oui, donc ça, je peux spécifier que le besoin est… Oui, il n'y a pas un besoin exprimé de la part des parents. Oui. Il y a une situation qui, je ne sais pas, je suppose, est problématique pour la famille. Oui. Et il y a différentes organisations, différents prestataires qui approchent cette situation, mais qui ne le font pas ensemble. Ça, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Mais donc, ça c'est ce qui définit la situation, du coup. Hein. Oui. Vous avez la famille, vous avez des organisations, et ces organisations ne se coordonnent pas voilà. pour répondre aux besoins qui sont non exprimés par la famille. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai l'impression que par moment, c'est moi qui suis en demande. Ah ben oui, d'accord, je comprends. C'est possible, ça. Ben oui, ça me paraît tout à fait logique que c'est… Ben oui, enfin… je ne sais pas, ça n'a rien à voir avec votre situation, mais ça me fait juste penser… Donc, je suis médecin de formation, hein, et j'ai travaillé quand j'étais encore jeune dans le contexte africain et en Sierra Leone, donc où j'ai… En fait, j'ai travaillé dans un hôpital de brousse et il y avait beaucoup d'enfants mal nourris qui venaient. Et donc, moi, j'étais très choqué de voir des enfants mal nourris, et donc je voulais absolument qu'on les prenne en charge à l'hôpital. Et les parents ne voulaient pas que l'enfant reste à l'hôpital. Et moi, étant tout jeune, je ne comprenais absolument pas pourquoi les parents ne voulaient pas que l'enfant reste à l'hôpital. Or, si l'enfant ne restait pas à l'hôpital, il allait mourir. Par contre, ça m'a mis du temps parce que quand on est jeune, on ne comprend pas très vite, mais ça m'a mis du temps pour comprendre que si il y a différentes choses, c'est que si la maman doit rester avec son enfant qui est mal nourri à l'hôpital, du coup, elle laisse d'autres enfants à la maison, évidemment. Et si l'enfant est prêt à mourir, est-ce qu'il faut investir dans l'enfant qui est prêt à mourir ou bien continuer à investir dans les enfants à la maison? Ça, c'est une chose. D'autre part, si l'enfant meurt à l'hôpital, pour le ramener à domicile, ça coûte beaucoup plus cher que si on le ramène alors qu'il n'est pas encore… tout ça pour vous dire, là, c'était aussi une demande de ma part, entre guillemets. C'est moi qui venais avec, oui, cet enfant mal nourri doit absolument être traité, mais je ne comprenais pas tout le contexte. Et donc, du coup, effectivement, j'abordais très mal la situation. Donc, ce que vous me racontez me fait penser à cette histoire-là, en fait. Oui, donc on peut se mettre au centre et se dire, tiens, je constate telle chose et je vois quelle est la demande de l'un, quel est le besoin de l'autre, mais c'est surtout moi qui… On peut se mettre au centre, quoi. Tout à fait. D'accord. Merci. J'ai une question. En fait, les vidéos, la vidéo, là, on part d'une histoire. Est-ce que cette histoire va être la même tout le long des 3 modules où on doit mettre une vidéo? Est-ce que ça va être une histoire? Oui, c'est-à-dire que vous allez parler d'une histoire, ça peut être une histoire d'une personne, mais vous allez voir que normalement, quand on va parler de théorie de changement, on va prendre un peu du recul, on ne va pas uniquement s'intéresser à une personne, mais on peut s'intéresser à l'organisation de soins pour ce type de personne ou ce type de situation-là. D'accord, donc, mais on part, ça va être un fil conducteur. La première vidéo normalement, va être c'est un fil conducteur, oui. Donc, vous choisissez une situation problématique, et donc, comme on l'a dit, la situation problématique va évoluer au cours du temps, mais vous n'allez pas changer chaque fois, pas prendre quelque chose qui n'a rien à voir pour la vidéo suivante et quelque chose qui n'a encore rien à voir pour les vidéos suivantes. D'accord. Et autre question, est-ce qu'on peut l'adapter à notre spécialité? Par exemple, moi, je suis anatomopathologiste, donc je vais forcément trouver une histoire qui m'intéresse dans ma spécialité. C'est le but. Hein. C'est par rapport à vous que vous faites ce travail-là, par rapport à ce qui vous intéresse. Oui, très bien. Mais tout à fait, oui, vous pouvez. Très bien. Et
Est-ce que là, par exemple, j'ai 2 projets en cours. Les 2 se ressemblent, mais pas sur le même cible. Le premier en EHPAD et l'autre dans une maison d'accueil spécialisée pour enfants autistes. Ça se ressemble hein, dans l'ensemble. Mais en fait, la problématique, c'est que les 2 actuellement sont confinés à cause du Covid-19. Du coup, est-ce que ça risque pas d'être compromettant au final? Est-ce que je peux quand même déjà présenter la situation? Alors, soyons clairs, dans un monde, ce serait génial de pouvoir faire vraiment ce travail en interaction avec le projet que vous avez, mais ici, en tout cas, quand je le fais avec d'autres étudiants, pas nécessairement comme vous, mais on part de situations qui peuvent être entre guillemets théoriques. Hein. Le but, c'est de comprendre la démarche, mais ce n'est pas nécessairement de l'appliquer à une situation extrêmement concrète. Maintenant, c'est génial si on peut le construire autour d'une situation, autour d'une problématique très concrète. Donc, dans votre cas, ben oui, les 2 situations sont intéressantes, mais peut-être vous n'allez pas pouvoir directement travailler sur ces situations-là. Bien. Donc, si vous n'avez plus de commentaires, questions, et comme... Là, concrètement, on a 15 jours pour essayer de présenter la problématique et puis modéliser un système avec les interactions. Et voilà. Et la prochaine étape, ce sera donc la théorie de changement. Mais effectivement, si vous voulez qu'on ait un échange, c'est vrai qu'il faudrait le faire dans les 15 prochains jours. Toujours pour le module 1 ou pour, alors, ici, vous pouvez le faire pour le module 1, effectivement. Et puis après, comme on travaillera sur le module 2, vous pourrez le faire après sur le module 2. Donc ici, module 1, effectivement. Très bien. Ça va? Mais, donc, on fait la vidéo, on la voit, et puis on continue à lire le module 2. Donc, idéalement, regardez quand même le module 2, parce que sinon, le prochain webinaire n'aura pas de sens, évidemment. Hein. Donc, vous devez avoir suivi le module 2 pour que ce soit intéressant pour le prochain webinaire. Oui. Donc, le prochain, c'est le 3 juin, c'est ça? Le 3 juin, oui. Ouais. Et le webinaire, là, on peut le revoir. Il va être… Alors, le webinaire tel qu'il a été suivi maintenant, on va le mettre sur le MOOC dans la partie, je vous ai dit tantôt, j'ai déjà oublié, ça s'appelle, dans le cours, c'est tout en bas, ça s'appelle échange en direct. Et c'est dans échange en direct qu'on va mettre la vidéo, l'échange d'aujourd'hui. Très bien. Ça va? Très bien. Eh bien, merci d'avoir participé. Discussion très intéressante. Et donc, bonne fin d'après-midi. Le confinement pour quasi tous, j'imagine. Oui. Je peux avoir une question, une dernière question? Oui, oui. Oui, c'est sur la question des choix de parcours, est-ce audit ou certifié. J'avais choisi le côté certifié. Et puis, il se trouve qu'il y a, je crois qu'il y a plusieurs étapes. Bon, ça se gère toujours sur le site, ou bien il faut interagir avec vous? Normalement, ça se fait directement à travers le site. Moi okay. Tous les aspects techniques, je crois que vous devez payer aussi 50 €. Oui, oui, tout à fait. Bon, moi, je suis totalement indépendant de ça. En fait, c'est un truc qui est géré directement par EDX et par l'UCL. Donc, moi, je n'ai aucune connexion avec ça. Moi, mon intérêt, c'est le cours, en fait. Donc, en fait, si vous avez des difficultés, je me demande s'il n'y a pas Enfin, si vous avez vraiment des problèmes, je crois que vous avez un mail auquel vous pouvez envoyer des questions. Hein. Donc, on va de toute façon essayer de répondre si vous avez des problèmes techniques ou des problèmes par rapport certifiant ou pas, enfin, ces deux choses-là. Mais si on veut vous joindre, ça sera uniquement sur le forum. Alors, si vous voulez me joindre, c'est sur le forum. Oui. Oui, mais normalement, je reçois les mails. Ouh là là, ça c'est.
vous me posez une colle que je n'avais pas préparée. Donc, normalement, oui, normalement par le forum. Et alors, s'il y a, je vais régulièrement voir le forum et vérifier, voir vos questions dans le forum. D'accord? D'accord. OK. Bien. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Comment c'était comme